Bonjour et bienvenue dans le studio VIAS. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'efficacité des cours de Driver Improvement. Alors ces cours, c'est quoi exactement? En fait, ce sont 20 heures de cours de sensibilisation qui, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, sont donnés aux contrevenants condamnés pour alcool au volant devant le tribunal de police, ce qui leur permet d'échapper en quelque sorte à des amendes, voire des déchéances du droit de conduire. Alors, avant de vous présenter mes invités en studio, je tiens à vous dire que ce webinaire est interactif et que donc, si vous inscrivez votre nom dans le chat, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez et je les relayerai ensuite à mes invités en studio. Alors, je vais présenter maintenant les deux invités qui sont avec moi dans le studio. À ma droite, j'ai tout d'abord Madame Sonia Isbiaï, qui est substitut du procureur général près de la Cour d'appel de Bruxelles et ancienne juge de police. Madame, bonjour et merci d'être avec nous. Avec plaisir. Et à ma gauche, j'ai le plaisir de recevoir Shirley Delannoy, qui est chercheuse à l'Institut VIAS et qui, dans quelques instants, va passer en revue les résultats d'une étude que VIAS a menée sur l'efficacité de ses cours de Driver Improvement pour les contrevenants condamnés pour alcool au volant. Bonjour. Bonjour. Avec nous aussi par vidéo call, nous avons Marie-Lise Drevet et c'est avec elle que nous allons commencer. Alors Marie-Lise donne des cours, justement ces cours de Driver Improvement au sein de l'Institut VIAS. Bonjour Marie-Lise. La première Bonjour. question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple. En quoi consistent ces cours et comment vous vous y prenez pour convaincre les candidats? Alors, donc, comme vous l'avez dit, donc c'est les formations Driver Improvement, c'est des formations de sensibilisation à la sécurité routière. Elles sont données à des groupes fermés de 12 personnes maximum. Donc, hors période Covid, elles sont données en présentiel. Donc, elles durent 20 heures, comme vous l'avez dit, et sont composées de 3 séances en semaine, 4 séances qui se répartissent entre 2 soirées, un samedi et un jour de semaine. Donc pendant la période Covid, on a adapté un petit peu et donc elle se donne en partie en visioconférence et en partie avec un travail à remettre entre les séances. Alors au niveau des objectifs des formations, donc le but c'est de susciter en fait une réflexion, une remise en question auprès des conducteurs en vue de stimuler un changement de comportement au volant. Donc pour atteindre cet objectif, on commence par instaurer un climat de confiance qui est propice à la parole, à l'échange, et on part ensuite de leurs croyances, de leurs représentations qu'on essaie de bousculer en utilisant la dynamique de groupe, la sensibilisation par les pairs et l'entretien motivationnel. On travaille les freins au changement et on les oriente vers la réflexion sur des alternatives possibles au comportement délictueux. Donc on utilise des techniques très variées, donc on alterne des débats, des transmissions de contenu, des quiz, des spots, des reportages, etc. On essaie vraiment de rendre ça le plus dynamique et interactif possible, puisqu'en fait le but est vraiment de stimuler les échanges entre eux et les réflexions entre les participants. Alors pour expliquer un petit peu rapidement le déroulement, en fait la première séance, le but ça va être de poser le cadre et d'installer une bonne dynamique de groupe et un bon climat de confiance. Et puis ensuite on va contextualiser l'infraction, donc reprendre avec eux l'infraction qui les amène en formation et leur donner des informations pour pouvoir un petit peu justement bousculer leurs croyances et leurs idées reçues. Et puis on va, en troisième séance, resserrer la discussion et les réflexions autour des conséquences possibles des différentes prises de risques. Et puis, on amorce la réflexion orientée changement. Et en quatrième séance, on travaille sur le changement d'attitude et de comportement et on prépare la suite, donc l'après-formation. Voilà, un petit résumé de ce qu'on fait en formation. Ok, parfait. C'était bien nécessaire de planter le décor. Merci en tout cas, Marie-Lise, pour ces quelques mots d'explication. Alors, je vais maintenant me tourner vers Madame Delannoy. Donc, l'Institut VIAS a mené une étude sur l'efficacité de ces cours, notamment pour les récidivistes en matière d'alcool au volant. Première chose, pouvez-vous nous dire comment vous avez procédé pour cette étude?
Oui, alors donc tout d'abord, comme Marie-Lise l'a précisé, ce sont des cours qui sont donc dispensés auprès des contrevenants qui ont été pris pour alcool au volant. Alors qu'ils soient premiers infractionnistes ou récidivistes, il y a donc une diversité de profils qui vient se présenter lors de ces cours. Vu le nombre grimpant, on va dire, de participants à ces cours, il devenait un petit peu primordial de pouvoir un petit peu évaluer l'efficacité des cours DI. Et donc, de ce fait, nous sommes partis d'une question de recherche. Je vais me permettre de la mettre. Voilà. Une question de recherche en fait, qui a permis de diriger l'ensemble de la recherche. Est-ce qu'une peine alternative, donc une formation, est-elle plus efficace qu'une peine classique pour prévenir la récidive? Alors pour ce faire, nous avons en fait collaboré avec 2 arrondissements, Louvain et Furnes, et nous avons sectionné en fait une série de dossiers que nous avons contrebalancés. Donc tout d'abord, il s'agit d'une conception d'études quasi expérimentale. Nous avons constitué un groupe expérimental de contrevenants qui ont suivi avec succès la formation DI. Donc pour ce faire, nous sommes partis des listes de participants du cursus DI. Et nous avons également créé à côté de ça un groupe témoin, un groupe contrôle. Celui-ci est basé sur la base de données MAC que nous avons été chercher auprès des arrondissements de Furnes et Louvain. Et nous avons fait correspondre ce groupe témoin le plus possible au groupe expérimental. Le but était d'avoir une correspondance quasi identique. Et donc, cette correspondance concernait par exemple le genre des infractionnistes, le fait d'avoir autant d'hommes que de femmes, l'âge, le taux d'alcoolémie à quel ils ont été pris, l'année ou le trimestre de la condamnation, et le type d'antécédent sur les 2 années précédant la condamnation. Il était essentiel d'avoir une correspondance quasi parfaite pour analyser, examiner la récidive, que ça ne dépende que de la sanction qu'ils avaient reçue et non pas d'autres paramètres. Ce sont au total 606 dossiers qui ont été sélectionnés manuellement par les chercheurs, donc 303 cursistes, donc on va dire un contrevenant qui ont suivi la formation, et 303 contrevenants qui ont été sanctionnés de manière traditionnelle. Et ici, en l'occurrence, c'est une amende. Alors, en termes de résultats, un premier constat a pu être dressé sur base du groupe qui a été constitué, aussi bien le groupe expérimental que le groupe contrôle. C'est tout d'abord que ce sont 88% des contrevenants, des condamnés qui ont été condamnés pour conduite en état d'ivresse sont des hommes. L'âge moyen est de 34 ans, le plus jeune avait 18 ans et le plus âgé avait 71 ans. Et concernant la concentration moyenne d'alcool dans le sang, nous étions à 1,76 promille, avec le taux le plus faible de 0,50 et la plus élevée de 4,44 pour celui qui a été pris avec le plus élevé. Donc, au total, nous avons 606 conducteurs qui ont été jugés pour 1408 infractions lors de la condamnation de référence. Et le nombre moyen d'infractions était de 2,3, on va dire 2,5 par conducteur, sachant que le conducteur qui a le moins d'infractions était 1 et celui qui a le plus d'infractions était de 18 infractions. Outre l'état d'ivresse ou état similaire à l'ivresse, il y avait également 23% d'infractions pour contrôle du véhicule et 15% pour conduite plus vite que la vitesse autorisée. Alors ça, ce sont les résultats de l'étude. Et dans quelle mesure ces formations peuvent-elles aider à réduire la récidive, puisque finalement, c'est à ça que surtout on doit s'intéresser. Ouais. Voilà, donc une fois qu'on a fait ce premier constat des profils, on va dire, des condamnés, il s'agissait maintenant d'évaluer à proprement parler la récidive. Et pour ce faire, nous avons fonctionné de 2 manières. Tout d'abord, une analyse sur une période de suivi, c'est-à-dire on prend une date finale, la ligne d'arrivée, et on voit combien il y a eu de récidivistes. Et l'autre, il s'agit d'une analyse de survie, c'est-à-dire savoir à quelle vitesse la récidive va prendre place, le délai qui va s'écouler entre l'infraction 1 et l'infraction 2. Concernant la première analyse, si l'on examine le pourcentage de conducteurs qui récidivent à la fin de la période de suivi, on constate qu'au total, ce sont 51 conducteurs qui récidivent. Il y a bien entendu une ventilation à faire. Pour les conducteurs qui ont eu
sanction classique, donc une amende, ce sont 62% des conducteurs qui ont récidivé. Et ceux qui ont suivi une formation, ce ne sont que 36% des conducteurs qui ont récidivé. Donc ça représente en moyenne une diminution de 41% de récidive. Le tableau, c'est repris ci-dessus, permet de voir la ventilation entre aucune récidive et la récidive. Et donc, on peut voir qu'il y a eu 115 conducteurs qui ont récidivé contre 194 pour le groupe contrôle, donc le groupe de sanctions traditionnelles. Concernant la fréquence de récidive, c'est-à-dire combien de récidives il y a eu, la moyenne, nous avons donc sur 51%, nous arrivons à une moyenne de une nouvelle condamnation, avec le nombre plus élevé de 12 condamnations, donc de 12 récidives pour les deux groupes ensemble. Concernant les types de condamnations, la plupart des conducteurs ont à nouveau été condamnés pour conduite sous influence de l'alcool, suivi de condamnations pour d'autres infractions de roulage, et 17 personnes ont été condamnées pour d'autres faits que des infractions de roulage. La seconde analyse, donc l'analyse de survie qui permet donc de voir le délai, ou la vitesse à laquelle la récidive va prendre place. Ici, on constate que la médiane est de 481 jours en moyenne, avec un minimum de 0 jour, c'est-à-dire qu'il y a eu une seconde condamnation le même jour, et un maximum de 2463 jours pour la récidive suivante. La figure montre qui est reprise ici sur la droite du slide, montre que dès les premiers jours suivant la condamnation, on observe une très forte baisse chez les conducteurs qui ont été condamnés à une peine classique. Après 1000 jours, ce sont 25% des conducteurs qui ont récidivé pour ceux qui ont reçu une formation, contre 50% des conducteurs qui ont reçu une sanction classique. Donc, la ligne verte reprend les conducteurs qui ont suivi la formation, et la ligne bleue reprend ceux qui ont reçu une sanction traditionnelle. Donc on voit que la vitesse à laquelle ceux qui reçoivent une sanction traditionnelle, à la vitesse à laquelle ils vont récidiver, est beaucoup plus vite et beaucoup plus forte que ceux qui reçoivent une formation. Donc le délai entre la condamnation et la récidive est plus long pour ceux qui suivent une formation. Voilà concernant les principaux résultats de cette étude. Ok, je pense que c'est assez marquant. Peut-être une dernière question. Est-ce que cette formation est efficace pour tout le monde, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a vraiment un groupe cible chez qui elle porte davantage ses fruits? Alors, bien entendu, il y a des affinements à apporter par rapport aux facteurs de risque pour la récidive. Les analyses ont permis de compléter ici un petit peu le profil du contrevenant récidiviste. Et on constate que, par exemple, les hommes ont 2 fois plus de risques de récidiver que des femmes. Que ce sont les personnes qui ont déjà un casier judiciaire qui risquent de récidiver plus que ceux qui n'ont pas de casier judiciaire. Et de même, l'âge semble influencer, puisque les jeunes de 18 à 25 ans sont plus susceptibles de récidiver que les conducteurs plus âgés. Alors, ces constats, donc, on peut voir qu'il y a clairement la formation les effets de la formation sont par exemple plus nets chez les femmes que chez les hommes, que les personnes qui n'ont pas de casier judiciaire vont moins récidiver que ceux qui ont un casier judiciaire. Voilà, ce sont des constats. Ça ne permet pas de dire qu'il faut adresser la formation soit aux hommes, soit aux femmes. Non, c'est-à-dire qu'il faut... Ça permet d'ouvrir en fait la discussion sur OK, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être plus cibler, avoir de meilleures cibles, peut-être plus rassembler les femmes et les jeunes et adapter peut-être le contenu. Bien entendu, ici, l'évaluation ne portait pas du tout sur le contenu de la formation. Ça, ce seront des étapes ultérieures. Un grand merci en tout cas pour ces explications. Je pense que c'est assez clair et c'est assez flagrant. Cette récidive moindre pour les personnes qui ont suivi les cours de DI. Alors maintenant, Madame Isbia, je vais me tourner vers vous. Peut-être une première question assez basique. Quel est votre point de vue vis-à-vis de ces formations comme mesure alternative? Alors pour moi, la formation fait partie des flèches dont dispose un juge pour essayer de toucher sa cible, à savoir sensibiliser la personne à la sécurité routière et l'inciter à adapter un comportement qui est moins accidentogène et plus courtois. Et donc la formation est certainement
un outil très utile pour autant qu'on la cible bien et qu'on l'utilise à bon escient pour les bons dossiers et avec des chances de succès. Ok. Et donc, avant, vous étiez juge au tribunal de police. Est-ce que vous proposiez régulièrement ces formations comme peine? Oui, tout à fait. Alors, l'intérêt du tribunal de police comme juridiction de proximité, c'est de pouvoir établir un contact direct avec le contrevenant, qui est souvent seul, qui est parfois représenté par un avocat, et pour voir quelles sont les circonstances qui l'ont amené à se placer dans un comportement délictueux. Ça nécessite un petit temps de travail à l'audience, mais par exemple par rapport à des jeunes étudiants qui avaient commis l'infraction dans un cadre festif ou par rapport à des gens qui avaient eu un problème d'assuétude et d'alcoolisme, c'était vraiment quelque chose que je proposais souvent. Ça peut aussi être une mesure très pédagogique. Alors, je ne veux pas faire trop de différence de genre, mais effectivement, par rapport aux jeunes qui entrent sur le marché du travail, qui a sa première voiture, qui a un aspect très festif le samedi soir, la formation était quelque chose, à mon sens, de très pertinent. Et ça permet, par rapport à un certain public, de modaliser l'amende, qui peut être très lourde dans certains cas, ou éventuellement de jouer un peu sur la durée de déchéance du droit de conduire. Donc oui, je l'ai très souvent appliqué. Vous avez déjà partiellement répondu à la question, mais y a-t-il un type de conducteur, un public cible pour lequel ces formations doivent être privilégiées? Alors, c'est vraiment du cas par cas. Et là, je sais que la formation était proposée sur avocat.be. Je pense qu'il y a un travail de sensibilisation à faire, notamment près du barreau. Quand on a un dossier qui arrive à l'audience, on n'a que quelques minutes à consacrer à la personne. Et donc, il y a un côté speed dating. Et donc, c'est vraiment important que les gens viennent avec le cas échéant, des propositions à faire qui peuvent leur être suggérées par leurs conseils, mais il y a aussi des pratiques différentes selon les arrondissements. Parfois, c'est utilisé dans le cadre d'une médiation pénale. Moi, je dirais que mes éléments d'alerte par rapport à la formation, c'était l'expérience du conducteur, plus que son âge. Quelqu'un qui avait un permis depuis peu de temps et qui avait peut-être développé une impression de super assurance au volant devait peut-être être recadrée, remis en question. Et pour ça, je pense que la formation en matière d'alcool était très intéressante. C'était aussi parfois des gens qui banalisaient leur consommation d'alcool en disant que voilà, ça arrive à tout le monde après un bon repas. De reprendre le volant. Et je voudrais juste amener une petite nuance par rapport à cette distinction homme-femme. Il y a une étude très intéressante qui a été faite à l'Université de Lille et qui lie vraiment les questions de genre et de conduite. Et par exemple, une jeune femme qui est cadre d'entreprise et qui a un côté très commercial ou représentatif peut être beaucoup plus en danger qu'un jeune père de famille de 22 ans qui n'a qu'un usage restreint du véhicule. Donc, il faut vraiment cibler les comportements parce qu'on est un peu démunis. Alors, je sais que VIAS fait un formidable travail de prévention par rapport au BOB, mais on valorise aussi très fort la vitesse, l'agressivité dans le comportement de façon générale. Et donc, il faut un peu sentir à l'audience qui est la personne en face de soi et si ça peut porter ses fruits. Merci. Peut-être avant de dire à ceux qui participent, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Madame Isbaï, peut-être revenir aux résultats de l'étude. Que pensez-vous de ces résultats? Ils sont quand même assez flagrants. Écoutez, j'ai juste envie de dire un mot, ça fait plaisir. Parce que derrière les formations, il y a tout un travail, je ne vais pas dire d'équipe, parce que les acteurs sont un peu séparés dans la chaîne pénale, mais le greffier envoie le dossier au parquet, qui l'envoie à la maison de justice, qui saisit la commission de probation, qui contacte VIAS, qui doit convoquer les gens, et la chaîne inverse revient quand il y a un problème. Et donc, il y a plein de gens, des assistants de justice, des formateurs de VIAS qui s'investissent pour diminuer les risques de récidive et quelque part sauver des vies sur la route. Et donc, voir qu'on divise la récidive par 2 quand on prend vos graphiques, voilà, félicitations, on fait du bon boulot, ça fait plaisir.
Et ces formations, en fait, n'ont pas le même succès d'un arrondissement à l'autre. Est-ce qu'il y a une explication à ce phénomène? Alors là, je n'ai pas de statistiques au niveau criminalistique ou criminologique. Je pense qu'il y a peut-être un travail de sensibilisation à faire au sein des magistrats. La formation, elle peut être proposée à différentes étapes dans la procédure pénale. Elle peut aussi l'être dans le cadre d'une médiation. Certains arrondissements la proposent presque systématiquement pour les primo-délinquants et d'autres ne l'utilisent jamais en matière de médiation pénale et c'est plutôt à l'initiative du juge. Et donc là, je dirais qu'il y a des pratiques peut-être de sensibilisation à faire auprès des magistrats, ce qui est déjà fait en partie via l'Institut de formation judiciaire. Peut-être une sensibilisation à faire aussi via le barreau, qui devrait peut-être avoir le réflexe de plus proposé, mais je crois aussi que c'est lié à la charge de travail et au temps d'audience, dans la mesure où il faut un certain screening et un dialogue avec les gens. Il va de soi que si on a 100 dossiers sur 4 heures, on sait moins facilement établir ce contact que si on en a 40 ou 50. Donc voilà, je crois que c'est une question multiple qui mériterait peut-être une étude distincte. Et alors peut-être une dernière question. Nous avons appelé récemment un greffier qui nous disait que finalement, amende, déchéance ou formation, ça représentait la même quantité de travail. C'est correct? Alors ça représente la même quantité de travail pour le greffier et si on s'en tient à la seule étape judiciaire du jugement, mais pour le suivi du dossier, c'est tout à fait différent puisqu'on a de multiples intervenants qui sont impliqués dans une formation, tandis qu'une amende va simplement partir au receveur des amendes, donc au SPF Finance, et une déchéance va plutôt partir vers la police pour l'exécution. Donc je dirais que pour le magistrat ou pour le greffier, oui, l'audience se tient de la même façon, on signe le jugement de la même façon, mais pour les acteurs autres, il y a une autre implication de l'intérêt d'être très attentif. Par exemple, moi, je ne donne pas une formation à quelqu'un qui ne parle ni français ni néerlandais. Je ne donne pas non plus une formation à quelqu'un qui a des lourds problèmes psychiatriques et qui ne saura pas intégrer un groupe, ou à quelqu'un qui est dans un alcoolisme profond et qui devra d'abord avoir un suivi médical. Et donc là, je dirais qu'il faut être bien conscient de la charge de travail qui se passe en aval, après, et donc bien ciblé, parce que oui, pour le greffier, c'est le même travail, mais pour l'assistant de justice ou le formateur VIAS, ce n'est pas du tout la même implication. Ok, un grand merci pour ces explications. Je vous en prie. Je pense que nous n'avons pas de questions. Toujours est-il que... Ah si, voilà. Bonjour, je suis ravi d'apprendre que les formations sont efficaces. VIAS a-t-il fait une étude sur l'efficacité de la durée de la déchéance pour qu'elle soit efficace? Non. Un juge m'a parlé d'une durée minimale de 3 ou 4 mois pour que la déchéance soit efficace. Est-ce que c'est exact? Alors, concernant la durée idéale, je n'ai pas de réponse, mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'études à proprement parler sur l'évaluation de la déchéance. Alors, il y a prochainement un rapport qui va sortir à ce niveau aussi, à ce sujet, pardon, pour montrer que la déchéance, en fonction des types de profils, ne va pas nécessairement fonctionner de la même manière. De même que les cours DI ne fonctionnent pas de la même manière en fonction des sensibilités, des profils, des types d'infractions. La déchéance révèle différents défis. Tout d'abord, la déchéance ne peut être efficace que si la personne respecte sa déchéance. Et malheureusement, certains ne la respectent pas. Alors, ce qui amène, bien entendu, à avoir des profils plus dangereux sur la route. Et ensuite, dans le long terme, est-ce qu'une déchéance de 3 mois, une déchéance de 6 mois est plus efficace? Ça demande, bien entendu, d'avoir le recul suffisant pour pouvoir analyser ça. Mais à proprement parler, nous n'avons pas encore d'études. Néanmoins, d'autres études internationales ont mis en avant que, par exemple, une déchéance couplée avec une thérapie, un suivi thérapeutique, éducatif, informatif aura plus d'effet. Donc, le fait de combiner des sanctions va avoir plus d'effet qu'une sanction toute seule. Madame Isbiaï, vous souhaitez ajouter quelque chose peut-être à ce sujet? Alors, la déchéance, c'est une question complexe parce qu'elle est rendue de plus en plus souvent obligatoire et de longue durée. Or, elle peut avoir des répercussions socio-économiques, familiales, qui dépassent tout à fait le caractère simplement répressif qui est donné à la peine. Et donc, je pense que pour quelqu'un qui a réellement besoin de sa voiture, pour qui c'est un outil de travail, une déchéance de 8 jours respectée est une sanction terrible.
Tandis que pour quelqu'un qui va travailler en vélo ou en transport en commun ou qui habite dans un milieu urbain, la déchéance pourra n'avoir quasiment aucun impact. Et donc, je serais très curieuse de voir les résultats d'une étude parce qu'il y a tellement de facteurs socio-professionnels, urbains, géographiques par rapport au ressenti de la peine que ça, c'est très difficile à apprécier. Et je vais me permettre de rebondir parce que VIAS a mené récemment une étude sur le processus de décision des peines et qui a mis en évidence, pas seulement pour la déchéance, puisque comme vous le dites, si on a besoin de son permis, c'est clair qu'une déchéance de 8 jours va faire quelque part plus mal que quelqu'un qui n'a pas besoin de son permis ou qui n'a pas besoin de sa voiture pour se rendre à son lieu de travail. Et de même pour les autres types de sanctions, une amende ne va pas être supportée de la même manière pour quelqu'un qui émarge du CPS, qui a une famille à nourrir, que quelqu'un qui, entre guillemets, n'a pas de problème au niveau financier. Et c'est ça toute la difficulté que les différents acteurs de justice ont, c'est de pouvoir quelque part trouver la sanction la plus adéquate, celle qui en fait va permettre de prendre conscience que le comportement qui a été adopté doit changer. Et c'est pour ça toute la complexité de savoir, par exemple, quand faut-il appliquer une formation ou quand faut-il plutôt appliquer une amende. Et donc voilà, et c'est pour ça qu'il y a par exemple donc je rebondis un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a certains arrondissements où les formations ne sont pas appliquées, peut-être pour certains, parce qu'il n'y a pas d'objectif, on se dit, non, pourquoi donner une formation alors qu'il y a des amendes, qu'il y a des déchéances. Mais il y a aussi, et ça a été souligné par certains juges avec lesquels j'ai pu m'entretenir, un manque de connaissance de l'objectif de la formation et du contenu, en fait, à quoi elle sert cette formation. Et donc, c'est là le travail de sensibilisation qui doit se faire, qui doit aller dans un sens, mais aussi dans l'autre. Je trouve ça toujours intéressant de pouvoir aussi discuter avec les personnes qui donnent les sanctions pour comprendre, oui, mais pourquoi vous avez donné celle-là et pas celle-là, vu le profil, vu le type d'infraction. Madame Van Gelu qui a posé la question disait en l'espèce, le taux d'intoxication était léger et il n'y avait pas d'antécédent et il y avait déjà eu une déchéance de 15 jours. Donc voilà, c'est un cas un peu particulier. Oui. Mais ce que je trouve intéressant quand on a ce genre de discussion et que le judiciaire sort un peu de son carcan, c'est de se dire que dans l'immense majorité des cas, au moment où on juge, on ne sait rien de la situation socio-professionnelle de la personne. S'il ne vous le dit pas. Donc si la personne ne le mentionne pas, si ça ne ressort pas d'une audition de police, et donc je ne vais pas rentrer dans des anecdotes d'audience, sinon ça va partir trop longtemps, mais par exemple un jour j'ai eu, c'était pour un problème de vitesse, une chef de service de pédopsychiatrie qui habitait dans le Brabant wallon, qui effectuait des gardes rappelables si un collègue était confronté à un cas très difficile, qui était divorcé avec des enfants en bas âge et qui m'a juste dit « Donnez-moi les dates de déchéance pour que je puisse prendre congé, sinon c'est tout mon service hospitalier qui va être mis à mal. » Alors c'est le genre de choses, on est content que la dame soit venue à l'audience et le dise et qu'on essaye de trouver la solution la plus adéquate, parce qu'il y a effectivement parfois des cas dramatiques. Je pense aussi à des gens qui sont en situation de handicap et qui ne savent pas du tout se déplacer sans leur véhicule adapté, les priver de permis de conduire, ça n'a pas du tout le même impact pour eux qu'un employé de banque qui habite près d'une station de métro et qui travaille à Arlois. Donc ça, c'est effectivement, mais c'est la difficulté de la sanction adéquate, c'est qu'on a très peu d'informations au moment où on doit décider. Et très peu de temps pour aller collecter l'information. Et très peu de temps, effectivement. Voilà. C'est très intéressant, en tout cas, merci. Je pense que nous n'avons plus de questions. S'il y a des questions qui peuvent être posées a posteriori, nous y répondrons avec plaisir. Ce que je propose, c'est de vous réinviter quand l'étude sur l'efficacité des déchéances sera terminée d'ici quelques mois. Il ne porte pas que sur les déchéances, mais c'est en fait donc une étude sur les sanctions adéquates qui a abordé 2 volets. Tout d'abord, au niveau littéraire, qu'est-ce que la littérature sur les évaluations des sanctions montre au niveau des amendes, des déchéances, des éthylotests, parce qu'il ne faut pas les oublier aussi, et de toutes sortes de sanctions qui sont impliquées. Et alors, un second volet, on va dire d'ordre plus qualitatif, d'où les entretiens avec des juges et des procureurs, de pouvoir comprendre, OK, mais quand vous devez appliquer la sanction, il y a le cadre légal, vous avez un carcan quelque part, comment est-ce que vous naviguez dans ce cadre et l'importance de pouvoir identifier les profils. Voilà, cette étude est sur le point de sortir.
encore un peu de patience. Ok, ben on attend ça avec impatience. Alors, un grand merci Madame Delannoy, un grand merci Madame Isgaï Avec pour plaisir. Avec grand vos plaisir. éclairages. C'était très intéressant. Il est maintenant temps de clôturer ce webinaire. Nous vous tiendrons au courant de la tenue, de l'organisation d'autres webinaires. Et en attendant, portez-vous bien. À bientôt.